Donc aujourd'hui, on va trouver la courbe de puissance et de coupe du vélo électrique GoTrax DL2. Dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une vidéo du vélo qui accélère de 0 à sa vitesse maximum qui est de 32 km/h, seulement avec la pédale électrique. Puis ensuite, on va faire une analyse avec la vidéo. Donc on va séparer image par image pour trouver la position en fonction du temps. Ça va nous donner la vitesse en fonction du temps et l'accélération en fonction du temps. Et ensuite, avec d'autres données, on est capable de trouver la puissance et le couple en fonction du régime moteur. Donc les specs du vélo, c'est pas mal. Le moteur, c'est 350 watts. La batterie, c'est une 36 volts, 12.5 ampères-heure. Et le contrôleur, c'est un S830. Donc, on a plusieurs forces en fait qui agissent sur le vélo. De un, on a une force positive qui est la force de propulsion du vélo. Donc, peu importe que le vélo soit électrique ou non, on a besoin d'une propulsion vers l'avant. On a la force de gravité. On a D pour drag. Et on a la force de résistance au roulement qui est FRR. Donc, la force de gravité, elle, peut être négative ou positive. Dans ce cas-là, elle est négative puisqu'on descend on monte une colline. La force de résistance au roulement, en fait, c'est dû à la déformation des pneus. Donc, elle est toujours négative quand on roule. D pour drag, en anglais, qui est force de traîner. Elle est en newton, donc elle dépend de la vitesse à laquelle on va. Et la force du vélo, elle, qui est comme la force de propulsion, elle, c'est la seule force positive. Donc, si on fait un bilan des forces sur le cycliste et le vélo, on obtient que M fois A, c'est égal à la force du vélo moins la force de gravité moins la force de résistance de l'air moins la force de résistance au roulement. Donc, on obtient que la force du vélo, c'est les forces d'inertie, qui sont MA, plus toutes les forces que j'ai citées précédemment. Donc, la force de résistance de l'air, son expression, elle est ici. Donc, c'est 1,5 fois la masse volumique de l'air, ρ. On a aussi le coefficient d'aérodynamisme, CD, qui dépend de la forme de l'objet dans le fluide. On a l'air transversal de l'objet qui se déplace dans le fluide et on a la vitesse relative. Donc, la vitesse relative, en fait, ça dépend de la vitesse du fluide, mais dans le cas où le vent est contre la personne qui se déplace, mais la vitesse relative, c'est la vitesse du cycliste dans le fluide, plus la vitesse du fluide sur lui. Et ça me donne la vitesse relative. Pour ρ, qui est la masse volumique de l'air, on peut le trouver avec la formule des gaz parfaits. Si on fait cette simplification-là, on peut trouver que ρ, ça va être égal à la pression de l'air divisé par R, qui est une constante de l'air, et fois sa température de l'air. Donc, on peut trouver ρ avec ces deux propriétés-là, la pression et la température. Ça, c'est une simplification, bien entendu. On a aussi l'air transversal, qui dépend en fait de l'air de la personne et du vélo qui se déplace dans le fluide. Mais ça, il faut bien entendu prendre en compte la personne qui est comme penchée. Et le coefficient d'aérodynamisme, lui, qui est la forme de l'objet, mais on a des tables qui existent pour des cyclistes qui sont comme penchés, qui sont quand même assez adéquates dans notre cas, donc on va juste utiliser les tables. Donc l'air se déplace autour de la personne en fonction du coefficient d'aérodynamisme et de son air. Pour la force de résistance au roulement, donc la force de résistance au roulement, c'est le coefficient de résistance au roulement fois la normale, et ça c'est dû en fait à la déformation d'un objet en roulement sur une surface. Dans ce cas-là, c'est le pneu qui roule, en fait, se déforme et ça fait perdre de l'énergie parce que le pneu n'est plus un cercle parfait sur la route à cause de la surface de contact, en fait, avec la route. Et ça dépend de la pression du pneu et du matériel en contact avec ce pneu. Donc, dans notre cas, ça va être le pneu est en contact avec de l'asphalte. Et ce coefficient de résistance au roulement, on peut le trouver. C'est des tables qui existent. On va être capable de le trouver. Donc, cette force-là,
c'est la normale fois le coefficient de résistance au roulement, mais la normale, c'est la masse de la personne fois la gravité. Ok, donc si on est sur une surface plane, on peut enlever les forces, on peut négliger la force de gravité en fait, puisqu'elle n'est pas vraiment présente, et on obtient que la somme des forces, ça va être la force du vélo moins la force de résistance de l'air moins la force de résistance au roulement. Ça, c'est égal aux forces d'inertie. Donc, le vélo doit contrer trois forces, soit les forces d'inertie quand on accélère, la force de résistance de l'air qui est toujours là quand on est en mouvement, et la force de résistance au roulement qui est aussi toujours là quand on est en mouvement. Et la masse qu'on utilise, c'est bien entendu la masse du vélo plus la masse du cycliste dans notre bilan des forces. Donc, la force du vélo en fonction du temps, pour être capable de le trouver, il faut qu'on trouve l'accélération en fonction du temps et la vitesse relative en fonction du temps. Mais la vitesse relative en fonction du temps, c'est à peu près égal à la vitesse du cycliste, si on considère, si on néglige la vitesse du vent. Donc, si on considère que le vent est à peu près de 0, on est capable de dire que la vitesse relative du vélo, c'est la vitesse du cycliste. Mais il faut qu'il n'y ait pas beaucoup de vent, sinon ce n'est pas valide. Et on a aussi la force de résistance au roulement qui est toujours la même et qui ne dépend pas du temps. Et là, on est capable de trouver notre équation pour la force du vélo en fonction du temps. Et ça, en fait, on est aussi capable de trouver la puissance en fonction du temps, puisqu'on est capable d'avoir la vitesse en fonction du temps et la force en fonction du temps. Et on est aussi capable de trouver le couple en fonction du temps, parce qu'avec la vitesse, on est capable de trouver la vitesse de rotation des roues. Donc, on est capable de trouver le couple aux roues en fonction du temps. Et ça, ça va être très utile pour tracer en fait la courbe de la puissance et du couple en fonction du régime moteur. Avec ça, on va trouver cette équation-là qui est une fonction de l'accélération et de la vitesse, qui sont deux fonctions dépendantes du temps. On a aussi le coefficient de résistance au roulement qu'on ne connaît pas, mais pour trouver l'accélération et la vitesse, on a besoin de la position en fonction du temps. Donc, on va avoir avec la vidéo, on va obtenir des images avec la position et le temps. On va être capable de trouver des points discrets, les points en rouge, et on va être capable de trouver avec des dérivés d'ordre 1 ou d'ordre 2, on va être capable de trouver la vitesse en fonction du temps, et de même avec l'accélération, parce qu'on va avoir la vitesse en fonction du temps maintenant qu'on va pouvoir dériver avec des dérivés d'ordre 1 ou d'ordre 2 pour trouver l'accélération en fonction du temps. Il y a une erreur dans la formule de la force du vélo. CR, c'est censé être CD dans la force de résistance de l'air. Le coefficient n'est pas bon, mais bref. Avec la position, on trouve accélération en fonction du temps, vitesse en fonction du temps. Et bien entendu, la masse qu'on a dans l'équation, qui apparaît deux fois, c'est la masse du vélo plus la masse du cycliste. Donc ça apparaît dans les forces d'inertie et dans la force de résistance au roulement. Rho, qui est la masse volumique, on va la trouver avec la pression de l'air et la température de l'air au moment où on va filmer la vidéo. Puis, ensuite, le coefficient de résistance au roulement, ça, on peut le trouver avec soit de l'expérimentation ou des tables qui existent sur Internet. Il y en a plein. Et il nous manque tout simplement le coefficient CD fois l'air transversal qui va déterminer la force de résistance de l'air. Et ça, c'est aussi des tables qui sont disponibles sur Internet. Donc là, on me voit juste ici commencer à accélérer avec le vélo seulement. Donc c'est une soirée où il n'y a pas beaucoup de vent. Puis aussi, la vidéo est filmée de très loin pour réduire en fait l'effet de parallaxe pendant le traitement d'image. Donc ici, j'utilise le shell MATLAB pour scinder la vidéo en plusieurs images. Donc je commence par déclarer une variable pour
la vidéo pour l'enregistrer dans MATLAB, donc c'est bike only. Ensuite, je prends un delta frame ou un pas d'image. Donc, on va prendre une image à chaque 30 images dans la vidéo. Donc, la vidéo est filmée à 60 fps. On va avoir une demi-seconde, donc à chaque image. Et ensuite, on fait une boucle qui va de 1 jusqu'à, dans ce cas-là, num frames moins 100. Donc, on a à peu près 1200 frames. Les 100 dernières frames sont pas importantes. Donc, on va prendre une image par 30 jusqu'à l'image à peu près 1100, dans une boucle. Et ensuite, on va créer un fichier image en JPEG qui va s'appeler image avec image 1, image 31, image 61. Ça, c'est ce qui est fait dans la boucle et c'est enregistré dans l'ordi. Donc ici, on a toutes nos images qu'on a scindées de la vidéo avec un pas de temps de 0.5 secondes entre chaque image. Donc ce qu'on va faire, on va ouvrir chaque image dans MATLAB avec la fonction imshow et on va utiliser aussi la fonction impixelinfo de cette image-là pour avoir la position en pixels avec le pointeur qui est la souris. Puis on va zoomer, donc la vidéo 4K, donc il y a à peu près 3800 pixels en longueur. Puis là on a un ton 3313 qui est la position juste ici. Ensuite on prend toutes ces positions-là pour chaque image, puis on va faire un fichier Excel. Donc on a 60 images par seconde, on a pris un pas de 0.5 secondes comme expliqué. On a la masse du cycliste et celle du vélo pour trouver la masse totale. On a la longueur du vélo en mètres et en pixels pour faire une conversion mètre-pixel. Diamètre des roues, coefficient aérodynamisme fois l'air qui est trouvé dans une table. On a aussi le coefficient de résistance au roulement qui est aussi trouvé dans une table sur Internet. Et la masse volumique qui a été calculée avec la pression de l'air et la température de l'air, qui est une approximation d'un gaz parfait, et la constante gravitationnelle. Donc là, on a toutes nos images, 1, 31, 61, qui nous donnent justement des temps différents et des positions en pixels différents. Et avec justement la conversion de mètres par pixel dans la vidéo, on est capable de trouver chaque position en mètres du vélo. Et avec la position en chaque instant, on est capable de trouver la vitesse en chaque instant, vu que c'est le taux de variation de la position, et de même avec l'accélération. Donc on trouve l'accélération en chaque instant avec la vitesse. Donc c'est des dérivés d'ordre 2. Maintenant on a la vitesse de rotation aussi, qu'on peut trouver tout simplement avec la vitesse et le diamètre des roues. On peut la convertir en rotation par minute. On a aussi la force d'inertie qui est la masse fois l'accélération. Vu qu'on a la masse et on a l'accélération en fonction du temps. On a aussi la résistance de l'air, parce qu'on a la vitesse en fonction du temps, on a le coefficient d'aérodynamisme fois l'air, et on a aussi la masse volumique de l'air. Donc on est capable de trouver la force de résistance de l'air en chaque instant. Et la force de résistance au roulement, en fait, c'est juste une normale, donc c'est la masse totale, fois le coefficient de résistance au roulement, fois la constante gravitationnelle. Donc on peut trouver la force, dans le fond, que le vélo doit donner pour contrer toutes ces forces-là, les trois forces. Donc, c'est juste l'addition de ces trois forces-là, comme on avait dit avant. Et la puissance, en fait, que le vélo donne, c'est cette force-là de pousser fois la vitesse. Et aussi, on peut trouver le couple, c'est la puissance divisée par la vitesse de rotation. Et bien entendu, il faut juste comme diviser par les bonnes unités. Donc, on obtient la courbe de puissance et de couple pour le GoTrack CBE2. On a la courbe en bleu qui est le couple, qui est gradué à droite en newton-mètre, puis la courbe de puissance qui est graduée à gauche en watts. Donc on voit que le couple est plus grand au début, ce qui est normal puisqu'on accélère, on a besoin d'un couple plus grand. Et le couple maximal à peu près à 45 RPM, c'est de 32 newton-mètre. Puis la puissance par la suite, elle augmente jusqu'à à peu près jusqu'à 250 watts. Donc elle va osciller autour de 250 watts. Les courbes sont un peu étranges, il y a beaucoup d'oscillations, mais c'est normal parce qu'il y a un contrôleur qui prend en feedback les sensors de couple et les sensors de vitesse pour ensuite trouver le courant que le moteur doit obtenir pour justement contrer les forces présentes. Donc les forces d'inertie baissent, donc le courant doit s'ajuster en conséquence. Donc, même si les courbes sont quand même assez étranges, on obtient le couple aux roues
et la puissance que le GoTrax LBE2 donne en accélérant.